Bonjour à tous et bienvenue dans Voix du Ciné. Et aujourd'hui, j'ai l'extrême plaisir d'être reçu par Nathaniel. Nathaniel a été comédienne, doubleuse et directrice de casting. Bonjour Nathaniel. Bonjour, et productrice Et productrice de musique de musique classique. On en parlera tout de suite au plus profond du cinéma, c'est maintenant. Nathaniel, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours artistique depuis les débuts? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, je suis française, mais j'ai vécu en Belgique pendant assez longtemps et je suis venue en France à l'âge de 18 ans. Au départ, je suis venue en France pour être comédienne. Je voulais absolument être comédienne. J'avais une passion pour la littérature, les textes, le théâtre. Quand je suis arrivée à Paris, je me suis inscrite dans une école de théâtre qui était très très en vogue. À l'époque, évidemment, il y avait le cours Florent, mais il y avait aussi l'American Center, qui était un excellent cours de théâtre dirigé par Blanche Salan et Paul Weaver, qui étaient des professeurs qui venaient de l'acteur studio, mais qui étaient vraiment américains. Donc, c'était pas les gens qui enseignaient de l'actor studio qui venaient, de gens qui enseignaient l'actor studio qui venaient. Non, eux, c'était vraiment, ils étaient à l'origine des cours, et c'était surtout des cours d'improvisation, de relaxation, improvisation, recherche, exploration, recherche des émotions, recherche de l'authenticité. C'est un cours que j'ai vraiment adoré. Moi, venant de Belgique, c'était vraiment extrêmement nouveau. Et puis, j'avais aussi passé des auditions au cours Florent, mais il y avait trop de monde, trop de compétition, trop de monde, et ça ne me convenait pas. Là, je venais de ma petite province belge et ça ne me convenait pas. Donc, à l'American Center, j'ai vraiment trouvé mon bonheur et j'ai pris des cours pendant à peu près 2 ans avec Blanche Salan, Paul Weaver. Et après, j'ai passé une audition et j'ai été prise pour une pièce de théâtre qui s'est jouée d'abord en province, à Belfort, qui a été créée à Belfort. Alors, non, je confonds, pardon. J'ai été prise pour la première pièce que j'ai jouée, c'était le journal d'Anne Frank. Alors, on pourrait croire évidemment que j'ai été prise pour le rôle d'Anne Frank, ce qui semblait logique, mais pas du tout. J'ai été prise pour jouer la sœur aînée. La pièce, elle s'est créée à Versailles, au théâtre Montansier de Versailles, et après au théâtre Mogador à Paris. C'était une période assez houleuse. Là, on était dans les années 82, 83. Il y avait aussi des attentats à Paris. C'était très très tendu, et donc j'ai joué cette pièce ô combien importante dans une époque qui était aussi assez tendue. Je ne sais pas si j'oserais la jouer maintenant. Voilà. Et cette pièce a eu beaucoup de succès. Pour moi, c'était l'occasion de jouer dans des très grands théâtres. Et après, j'ai passé d'autres auditions. J'ai un tout petit peu tourné pour la télé, mais vraiment un tout petit peu. J'avoue que j'ai pas eu beaucoup de chance dans les tournages télé. Alors à l'époque, j'avais rencontré un agent qui voulait absolument me prendre dans son agence et qui me disait Nathaniel, formidable, tu prends très bien la lumière, tu es très photogénique, etc. Mais il y a une chose qui passe pas du tout dans ton visage, c'est ton nez. Et ça, à la télévision, au cinéma, ça passera jamais. Et donc cet agent qui est resté agent très 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 longtemps, m'avait conseillé de refaire mon nez. Mais j'étais pas prête à ça, même pour avoir des rôles au cinéma, j'étais pas du tout prête à ça. Et c'est marrant, c'est parce que quelques années après, il y a eu des actrices avec des profils comme ça, un peu plus atypiques, Léa Drucker, Sandrine Kiberlin, absolument magnifiques, qui ont gardé leur authenticité. Mais voilà. J'avais demandé à ma maman un conseil parce que j'étais très très perturbée, et ma maman m'avait dit mais absolument pas Nathaniel, tu as un nez de reine et ne refais pas ton visage, car si tu refais ton visage, bah ce sera plus toi. Et j'ai écouté le conseil de ma maman, et qui m'aimait énormément, que j'aimais énormément, et qui m'a donné confiance en moi. Et voilà, j'ai pas suivi le conseil de cet agent. Je ne sais pas si c'est pour ça ou non que j'ai pas fait de carrière au cinéma et vraiment à la télé, mais c'était pas très important. Je suis restée moi-même, c'était bien. Et avec le recul, à un jeune comédien, une comédienne qui aurait ce problème, tu leur conseillerais de faire l'opération ou pas? Chacun vit avec son corps et le tout, c'est d'être bien avec ce qu'on est, avec de s'accepter tel qu'on est. Et voilà, là-dessus, j'ai pas de conseils à donner. Je sais pas si on est mieux avant, après. Le tout est d'être bien avec soi. Moi, D'être en accord avec soi-même. ça m'a jamais posé de problème, ni avant, ni quand j'avais 20 ans.
ni maintenant, et voilà. Donc C'est le là-dessus, j'ai pas de principal. conseils. Voilà, j'ai pas de conseils, mais c'est vrai que les choses se sont vraiment beaucoup. Démocratisé? Oui, c'est-à-dire que maintenant, vraiment, on accepte les gens beaucoup plus comme ils sont, et c'est vrai qu'une génération après moi, 10 ans après, il y a eu après moi des actrices qui je pense n'ont jamais rien fait, qui ont été acceptées comme ça, voilà. Et donc j'ai continué à jouer au théâtre. Après le journal d'Anne Frank, j'ai passé une autre audition et j'ai été prise dans une pièce de Tchekhov absolument magnifique qui était Les Trois Sœurs, où j'ai joué la plus jeune sœur, qui là a été une création à Belfort. Et puis après j'ai joué dans le 20e au théâtre de l'Est parisien, qui est un très très grand théâtre, hein. Et voilà. Du coup, tu n'as peut-être pas fait beaucoup de télé, mais tu as fait beaucoup de radio. Énormément, et j'avoue que j'avais une passion pour, comme j'avais une passion pour les beaux textes, pour les textes littéraires, j'ai d'abord commencé à travailler beaucoup pour France Culture, à l'époque où il y avait énormément de créations dans les années 80, il y avait énormément de créations, et j'avais vraiment une grande passion pour la lecture de textes, moins pour les pièces de théâtre radiophonique. J'ai toujours trouvé ça un peu kitsch, mais je trouve que la voix, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que on peut écouter la radio le soir, la nuit, et j'adore France Culture, France Inter, ce sont mes radios favorites, et je trouve que la voix, ça fait rêver, ça laisse suggérer beaucoup de choses, ça fait rêver, c'est une atmosphère de calme aussi, et donc ces textes littéraires, j'ai pris énormément de plaisir à faire toutes ces émissions de radio. Tu as été aussi doubleuse. Alors là, attention, Oui. je vais vous passer une petite pub que je pense les plus anciens se rappellent. On se retrouve juste après. En ce moment, dans ton café, avec Jenny, si t'es chaud, tu gagnes un week-end pour deux à Ibiza. Pour le savoir, va dans ton café, commande un Jenny et retourne-moi. Jenny, la plus chaude des boissons froides. Et voilà, et ben la voix, c'est Nathaniel. Alors là, c'était pas du doublage, hein. Là, c'était vraiment ma voix, mais c'était pas du doublage, parce que ce qu'on appelle le doublage, c'est vraiment le doublage des séries, avec. Il faut être très en accord avec les comédiens dans leur langue d'origine. Il y a une question de lip sync, où il faut être très en accord, et c'est pas toujours très facile, parce que évidemment quand on double des comédiens anglais, euh, quand on dit now ou qu'on dit maintenant, c'est pas tout à fait la même chose au niveau des mouvements des lèvres, hein. Mais j'ai fait énormément de séries de doublage. J'ai commencé à peu près en 86, je crois. Et j'ai fait beaucoup de séries. C'était très intéressant. J'ai adoré faire ça aussi. Et je pense que le rôle le plus beau que j'ai fait au cinéma, c'est celui qui m'a vraiment rapporté le moins de sous, parce que vous savez, en fait, au cinéma, on était payé, ou à la télévision, quand on faisait des doublages, on était payé à la ligne, et chaque ligne, dans un texte avec un certain nombre de caractères par ligne, donc on était payé à la ligne, et donc plus les comédiens avaient de texte, évidemment, mieux ils gagnaient leur vie. Et moi, le plus beau rôle que j'ai jamais doublé au cinéma, c'était le rôle d'une fille sourde muette. C'était Miracle en Alabama. Le rôle de la jeune fille qui est sourde, qui est muette, qui est élevée par une préceptrice qui a absolument envie de lui apprendre à parler. Et cette gamine, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, n'arrive pas à dire un mot. Et puis, à force d'efforts et de travail, il y a un mot qu'elle arrive à dire à la fin du film. Elle est au-dessus d'un puits, elle voit de l'eau et elle dit le mot oh, 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 oh. C'est un son qui sort comme ça. Et donc moi, pendant tout le film, j'ai des sortes de sons, d'onomatopées, j'essaye de parler, il y a des souffles où on entend mes efforts, mes respirations, etc. Mais le seul mot que j'arrive à dire dans le film, c'est oh à la fin, avec un son très bizarre. Et donc, je pense que j'ai travaillé absolument toute la semaine pour ce film, avec ma préceptrice qui, elle, était une actrice absolument merveilleuse, hein, Marie-Christine Dara, qu'on appelait Maïk, qui je crois n'est plus, et qui elle avait énormément de textes, et moi le seul mot c'était oh.
Mais c'est en même temps ce haut qui dégageait une telle émotion, donc j'ai eu un plaisir fou à faire ce doublage. Voilà. Allez, spoiler, arrêtez tout. Si je vous dis les Chevaliers de Baphomet, c'est culte. Tu peux nous raconter, Nathaniel? Mais alors c'est culte, ça c'est vraiment extraordinaire le fait que ce soit culte parce que effectivement je faisais beaucoup de radio, France Culture, France Inter, j'ai aussi fait beaucoup de voix de pub et des pubs qu'on entendait par des millions de fois dans l'année, comme Ginny, je crois qu'on a entendu, comme Tartare, fais-moi frais. Et donc les Chevaliers, c'était une série de jeux à l'époque où effectivement il y a eu l'éclosion de ces jeux, comment on dit, jeux interactifs. Ouais. Jeux interactifs. Mais moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai jamais joué, j'ai jamais eu de jeu, j'ai jamais joué sur mon téléphone, jamais. Donc pour moi, c'était un travail, mais comme un travail de doublage, sauf que il n'y avait pas effectivement ce travail de lip sync. Et donc j'ai fait ce travail, je crois qu'il y a eu 2 séries, Les Chevaliers de Baphomet, mais je l'ai fait comme un travail d'enregistrement et je ne me suis jamais rendu compte que cette série avait du succès. Absolument jamais. Il y a à peu près 1 an de ça, j'ai reçu il y a eu 2 séries je pense à 3, 4, 5 ans d'intervalle. Ah oui, d'accord, je Ou comprends ce que tu veux 2 dire. longues Oui, séries, je mais comprends. D'accord, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et il y a 1 an à peu près, j'ai reçu un message d'un monsieur qui s'appelle Dale ou qui se faisait appeler Dale et qui me contactait justement pour savoir si j'allais faire partie de la série Les Chevaliers de Baphomet. Et à ce moment-là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin moi, ça n'a rien à voir avec moi. Il doit faire erreur. Et je pense que je lui ai répondu en disant, écoutez, je suis très très touchée. Il m'expliquait à quel point c'était une série culte quand il était adolescent, que c'était une série culte pour son papa qui se disputait le temps d'antenne, enfin d'écran sur les jeux. Et je me suis dit, mais je suis tombée sur un frappadam, c'est pas possible, là, il y a erreur totale. Donc, je pense qu'un de mes premiers messages, ça a été de lui dire, écoutez, je suis très touchée par votre message, c'est très 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 gentil, mais je ne sais pas, peut-être il y a erreur, enfin. Et puis tout à coup, j'ai commencé à repenser à ça. Je me dis, mais oui, Les Chevaliers de Baphomet, c'est cette série que j'ai faite, mais il y a peut-être 10 ans, 11 ans. Et là, il me dit non, pas du tout. C'était en 96, 97, 98, quelque chose comme ça. Jamais je me suis douté que cette série pouvait avoir un tel impact. Moi, je pense que ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. Hein. Et puis c'est très très marrant parce que je pensais que j'avais un fan à l'autre bout du monde, aux États-Unis, au Canada, je ne sais trop où. Et en fait, un jour, je lui ai dit mais d'où est-ce que vous êtes américain? Enfin, vous êtes. Il me dit pas du tout. J'habite à Lens, etc. Voilà. Et on a lié amitié parce que c'est tellement touchant. Je me suis rendu compte de l'impact que ça pouvait avoir. Pour les gens, mais moi j'étais 100% naïve sur le succès de cette série. Voilà. Si vous n'avez pas reconnu, c'est Nicole. Bonjour, Collard. C'est encore moi, George Stobart. Salut, Georges. Des nouvelles? Un peu, j'ai rencontré un témoin qui avait parlé avec le clown. Et je sais où le clown a acheté son costume. Sans blague? Eh, tu m'impressionnes. J'ai joué tellement d'heures enfant. Mais comme Dale qui se disputait avec son papa, et donc un jour en fait il m'avait écrit par Messenger je crois et je lui ai répondu et à force d'écrire, un jour je lui ai laissé un message et alors il m'a dit mon Dieu mais quand je vais faire entendre à mon père la voix de Nicole, il va jamais me croire, il va jamais penser que c'est Nicole des Chevaliers de Baphomet. Voilà. Comment tu es passée de comédienne à directrice de casting? Alors, très bonne question. Mais d'abord, j'ai joué au théâtre, très très peu à la télé, j'ai quasiment rien fait, etc. Mais beaucoup de doublage. Et en fait,
après quelques années dans le doublage, je me suis dit, finalement, je me suis un tout petit peu écartée de ce que j'aimais tellement, qui était le théâtre, etc. Et puis, je me suis posé des questions. Puis je me suis rendu compte, en fait, que j'aimais beaucoup m'occuper des autres, que peut-être j'étais pas, je sais pas, peut-être je manquais de narcissisme ou j'étais pas assez, je n'aimais pas forcément me mettre en avant moi-même, en fait, et que j'aimais beaucoup m'occuper des autres. Et j'ai contacté un directeur de casting qui était la Rolls-Royce des directeurs de casting à l'époque, qui était Gérard Moulin-Brier. Gérard m'avait vu jouer au théâtre, hein, et je lui avais dit écoute, ça m'intéresserait d'essayer de faire ça, parce qu'en fait j'adore m'occuper des autres et prêter attention aux autres. Et puis Gérard, il m'a fait une confiance absolue. Il m'a tout de suite fait travailler sur un film et il m'avait vu jouer au théâtre. Je sais pas, est-ce que c'est pour ça qu'il avait eu confiance? Et il m'a tout de suite fait travailler sur un premier téléfilm avec lui. Et vraiment, il a été extraordinaire parce qu'il m'a accordé une confiance mais absolue. Je crois que dans ce casting, il m'a laissé faire vraiment 80% du travail. Et puis il m'a rappelé très souvent, et vraiment c'est grâce à Gérard Moulivrier que j'ai tellement travaillé en casting, parce qu'il m'a mis le pied à l'étrier. C'est vraiment lui qui m'a, quand il pouvait pas faire des films, il donnait mon nom, etc. Et puis voilà, et peu à peu j'ai fait de plus en plus de castings de pubs, de longs métrages. Voilà, j'ai eu la chance de travailler avec des gens très très connus. Jean-Pierre Jeunet. Oui, tout à fait. Jean-Pierre Jeunet, Patrice Lecomte. J'ai fait Une chance sur deux avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, Vanessa Paradis. J'avais fait, comme j'ai appris le russe, j'avais fait en fait le casting russe de ce film. Et j'étais allée travailler en Russie. Et heureusement, je suis revenue vivante d'ailleurs de Russie. Ça a failli mal se terminer parce qu'en fait, à l'époque, il y avait vraiment un conflit entre les chaînes de télévision russes et les producteurs privés. Et en fait, j'étais allée en Russie dans un hôtel absolument magnifique à Moscou. À Moscou, il y a 7 hôtels magnifiques qui sont des tours, en fait, très grands hôtels qui ont été érigés par Staline et qui sont vraiment 7 hôtels qui, je pense, existent toujours. Et donc, moi, je voulais travailler là-bas comme je travaillais exactement comme ici, c'est-à-dire avec une liberté totale dans le casting, convoquer les acteurs que je voulais faire venir, auditionner les acteurs que je voulais auditionner, ceux qui ne me paraissaient pas bien pour un rôle, j'avais pas envie de les prendre. Et là, je me suis aperçue que, à un moment donné, le producteur privé qui voulait m'imposer ces acteurs n'était pas du tout d'accord avec ma façon de travailler. Et je me souviens très bien qu'à l'issue d'une journée de casting, il m'a fait raccompagner avec ses chauffeurs et il m'a raccompagné à mon hôtel, et là il m'a dit You are lucky to be a woman. Et là j'ai compris que si j'avais pas été une femme, peut-être ça se serait passé différemment. Là, j'ai eu de la chance d'être une femme. Voilà. C'est fou, c'est que du cinéma. Oui, c'est que du cinéma. Et quand je suis rentrée dans ma chambre d'hôtel, j'ai tout de suite appelé et Patrice Lecomte et les producteurs de l'époque, et je leur ai raconté ce qui s'était passé. Voilà. Heureusement, je ne suis restée que 5 jours là-bas pour travailler. Et voilà, mais c'est un film clin d'œil par rapport à la mémoire, la carrière de Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. J'ai travaillé aussi avec Régis Varnier, Est-Ouest, un film absolument merveilleux. Enfin, j'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs absolument merveilleux. Mais je dois dire que mon très très grand bonheur, en fait, dans ce métier, j'ai travaillé avec Emmanuel Finkiel, Voyage, le film d'Emmanuel Finkiel, qui était un casting les plus bouleversants, réalisateur d'un talent inouï. J'ai travaillé avec Sam Garbarski, qui a fait plusieurs longs métrages. Voilà, enfin, j'ai beaucoup beaucoup de chance. Et en fait, ma toute grande joie dans ce métier, ça n'a pas forcément été de travailler avec les réalisateurs les plus connus, mais ça a été de travailler sur les premiers longs métrages de certains réalisateurs. Je pense à Éléonore Fauché, paix à son âme, qui avait eu la Caméra d'or à Cannes, ou le premier prix du scénario. Je dis pas son nom parce que malheureusement elle est décédée très très jeune d'un cancer. Le film Brodeuse avec Ariane Ascaride, qui était extraordinaire. Julie Lopez-Curval, j'ai fait 3 ou 4 films avec Julie Lopez-Curval, extraordinaire. Enfin, j'ai fait tant de premiers longs métrages qui pour moi ont été vraiment une source de joie incroyable, parce que là j'avais toute la liberté
de travailler comme je le voulais, toute la liberté dans le casting. Et le casting, c'est quelque chose de extrêmement créatif quand on a cette liberté. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait pas, il faut faire appel aux 5 acteurs les plus connus, le top 5, le top 10, je ne sais trop quoi. J'avais vraiment beaucoup de liberté. Et pour moi, un casting, c'est vraiment comme un puzzle. Il faut, et c'est ce que j'avais dit à un réalisateur, pour moi, le casting, ça apportait à un réalisateur les acteurs dont il rêve ou les acteurs qu'il imagine ou qu'il n'imagine pas, mais qui correspondraient à 100% de ces personnages quand le réalisateur ou le scénariste a écrit le scénario. J'avoue vraiment, et je le dis, cette liberté dans le casting, elle est très précieuse. Je ne sais pas si elle existe encore tellement parce qu'il y a trop d'impératifs financiers dans les films. Mais j'ai eu cette période d'or du casting. Et comment travaillais-tu? Tu recevais le scénario et tu parlais avec le producteur et le réalisateur? Énormément avec tous ces gens-là. Ouais. D'abord avec le réalisateur pour savoir comment il imaginait ces personnages. Et puis c'est pas forcément apporter les personnages qu'il imagine, c'est parfois lui proposer des contre-emplois, des acteurs qu'il ne soupçonnerait pas être bien pour tel ou tel rôle, mais être directeur de casting, c'est connaître les acteurs, connaître très bien les acteurs, connaître leur parcours. Encore que j'étais un peu atypique parce que moi, le CV des acteurs, je le regardais pas tellement. Je me fiais beaucoup à mon instinct, en fait. C'est vraiment tel que je sentais les gens, comme je les sentais. Et je m'accordais énormément de temps pour rencontrer les comédiens. Je leur faisais passer beaucoup d'essais. Je regardais énormément de photos de comédiens, de bouts de comédiens. Je rencontrais tous les agents. Je passais beaucoup de temps avec les agents. Et je me fiais beaucoup à mon instinct. Mais je regardais très peu le CV des comédiens, en fait. C'est sentir la sensibilité, c'est sentir là où on peut les emmener aussi par le travail de direction d'acteurs. Et est-ce que tu prenais en compte la psychologie des personnes? Par exemple, si tu avais affaire à un réalisateur qui était plus caractériel et que l'acteur aurait été parfait pour le rôle, mais peut-être trop fragile pour supporter la pression, est-ce que ça rentrait en ligne de compte? Mais comme je viens de le dire, je pense que je me fiais vraiment beaucoup à mon instinct. Et quand je sentais qu'un acteur correspondait à 100% au personnage et qu'il serait formidable pour tel ou tel personnage, vraiment, j'essayais à tout prix de convaincre le réalisateur. Il y a des moments où ça n'a pas été facile. Par exemple, j'ai fait par exemple le tout premier long métrage de Thomas Lilti qui a fait la série Le Serment d'Hippocrate, etc. Son tout premier long métrage, Les yeux bandés, c'était avec Guillaume Depardieu. Et évidemment, la santé de Guillaume était très précaire. C'était très difficile. Je me souviens qu'à l'époque, il y a très peu de producteurs et même d'assureurs qui voulaient travailler, qui voulaient assurer Guillaume. Et vraiment, la rencontre a été très difficile à organiser, mais je me souviens que quand elle s'est faite, j'ai dit à Thomas, c'est lui. Voilà, on aura peut-être du mal à le faire accepter par les assurances ici, mais c'est lui. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui a envie de devenir directeur de casting aujourd'hui? Comment commencer et comment démarcher? Quel conseil je pourrais donner? C'est vrai qu'il faut bien connaître les acteurs, aller les voir au théâtre. Il faut pas oublier que le théâtre, c'est quand même à la base de tout. Mais aussi aller au conservatoire, dans les conservatoires, au conservatoire national supérieur, évidemment. Il faut prendre les acteurs quand ils commencent, quand ils sont à l'aube ou quand ils n'ont pas encore commencé leur carrière, mais qu'on sent qu'on pourra les mener quelque part. Mais le métier ne s'exerce plus du tout comme avant. Je sais que maintenant les comédiens font énormément de self-tape, les directeurs de casting leur demandent des self-tape, etc. Bon, moi j'avoue que j'aurais jamais pu travailler comme ça. Jamais. Donc il faut probablement commencer avec un directeur de casting en étant assistant. Bon, comme Gérard Monlivrier qui lui m'a mis le pied à l'étrier, bien connaître les acteurs et puis bon, évidemment il y a énormément de questions de connaître les réalisateurs, les producteurs, se faire tout un réseau. Bon, évidemment moi quand j'ai commencé, je sais pas, il y avait pas internet, c'était les tout débuts, il y avait pas tout ça. Maintenant
on peut beaucoup plus facilement se donner de la visibilité. Mais il y a peut-être beaucoup moins de temps qu'on accorde aux comédiens et ça, je pense que c'est regrettable. Mais évidemment, il faut être curieux. Je pense que il faut être curieux et être comme une éponge par rapport à la sensibilité des comédiens. Vraiment essayer de capter ce qu'ils ont en eux, les comprendre, les sentir. Et puis évidemment avoir beaucoup de réseaux parce qu'il faut connaître des gens pour commencer à travailler. Ça, c'est le plus difficile, évidemment. Alors vous savez, moi je fais cette émission aussi pour vous et je vous avais proposé de poser vos questions. Donc là, j'ai repris toutes les questions des comédiens. Toi, en tant que directrice de casting, tu pourras répondre à leur interrogation. On va essayer. Un comédien se demande ce que vous attendez d'eux lors des vidéos de présentation. Est-ce que vous voulez qu'ils parlent d'eux, de leur projet, ou voir s'ils sont plutôt créatifs? Mais être créatif, ça veut dire beaucoup de choses. Ça dépend des rôles, ce pourquoi ils auditionnent. Est-ce que ce sont des rôles drôles, dramatiques, etc. Moi, j'ai envie de dire d'être authentique. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus chez un comédien qui passe un casting? Est-ce que vous regardez plutôt son jeu, son intention, sa posture ou autre chose? Eh bien, je regarde... je suis à l'écoute de la sincérité. Mais ça rejoint l'authenticité, la sincérité. Vous savez, quand j'ai eu la chance de travailler avec un directeur de plateau en doublage qui était extraordinaire, qui s'appelait Pierre Trabeau, qui était vraiment un comédien extraordinaire, un comédien vraiment de second rôle. Et je me souviens qu'un jour, on faisait une séance de doublage et j'étais très étonnée parce que Pierre, pendant que je jouais le rôle que je devais interpréter à l'écran, Pierre ne regardait pas l'écran. Et à la fin, en doublage, on enregistre des petites boucles, des phrases, des petites boucles, ça dure jamais longtemps. Et à la fin d'une boucle, Pierre me dit, on va recommencer parce que t'as pas été très très synchrone. Et je dis, mais Pierre, il me semble que je suis super synchrone à l'écran. Est-ce que vous avez regardé l'écran? Parce que j'ai l'impression d'être vraiment totalement synchrone avec les mouvements de lèvres du personnage. Et il me dit, non, t'as pas été très juste quand t'as joué ça. Le synchronisme, c'est pas seulement les mouvements des lèvres, c'est être juste dans ses sentiments. Et en fait, c'est exactement la même chose. Et ça, c'était d'autant plus intéressant. J'ai jamais oublié ça. C'était d'autant plus intéressant parce que on doublait un personnage. Alors, si ça doit être juste quand on double un personnage, c'est d'autant plus vrai quand on interprète un personnage au premier plan. Quelle leçon. Merci. Merci à Pierre Trabeau. Est-ce que vous acceptez des invitations, enfin quand tu étais directrice de casting, d'un comédien qui passait une pièce de théâtre pour aller voir sa pièce et pour voir s'il y avait un potentiel? Bien sûr, bien sûr. Pour moi, c'est la base du métier. Oui, évidemment. Oui, évidemment, le théâtre. Évidemment. Parce que le théâtre, en fait, au cinéma, la sincérité, l'authenticité, c'est très intéressant, c'est très important. Mais il y a aussi beaucoup de subterfuges. On peut faire beaucoup d'effets, on peut tricher, il y a les maquillages, il y a les effets spéciaux. Enfin, on peut faire plein de trucs en post-production. Au théâtre, on peut pas. Au théâtre, c'est sur le moment, on peut pas. Que recherchez-vous plus particulièrement chez un jeune comédien? Bon, je pense qu'on l'a déjà dit, c'est l'authenticité. Voilà, moi, ça a été, pendant toutes mes années de casting, ça a été ça. La sincérité, l'authenticité, voir là où je pouvais emmener les comédiens, les pousser dans leur sensibilité quand ils croyaient qu'ils pouvaient pas donner plus et que j'étais convaincue qu'on pouvait aller plus loin. Alors, je cherchais à les pousser. Et je sais vraiment, en toute modestie, je sais que vraiment les comédiens ont énormément aimé passer des castings avec moi parce que je leur accordais beaucoup d'attention. Ça, c'est vrai, je le sais. Des années après, ils me le disent encore. Et ça, c'est une belle reconnaissance. Tout à fait. Y a-t-il des erreurs courantes que les jeunes acteurs devraient éviter lors des auditions? Des erreurs, je sais pas s'il y a des erreurs, mais c'est très difficile en fait. Les exercices du casting, c'est très difficile parce qu'on ne sait jamais ce que le réalisateur attend de vous. Donc, on a envie de donner ce que la personne attend de nous, mais on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête d'un réalisateur ou d'un directeur de casting, parce que la plupart du temps, ça passe par les directeurs de casting. Le réalisateur, on le rencontre en tout dernier lieu. Je parle pour les comédiens. Donc,
on essaye de faire au mieux, mais c'est très difficile de savoir comment interpréter un personnage, et d'autant plus maintenant avec toutes ces, quand on se filme soi-même avec son iPhone, je veux dire, on peut pas être jugé partie. Alors on regarde quoi? On regarde l'image telle qu'elle apparaît comme ça, mais c'est difficile de se diriger soi-même. Alors moi, j'ai posé la question autrement. J'espère que je ne vais pas la dénaturer. Quand tu vois un nouveau comédien, qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une bonne ou une mauvaise impression sur lui? Le regard. Le regard. Le regard. Il m'est vraiment arrivé d'être convaincue simplement sur photo que tel ou tel ou tel comédien était le comédien du rôle. Et vraiment, sur photo, c'est un regard qui me parlait. D'où l'importance de la photo. Oui, je dirais des bonnes photos, des photos qui vous représentent vous tel que vous êtes, pas trafiqué. Évidemment, oui, qu'elle soit jolie, parce que c'est une photo, ça doit parler, ça doit convaincre. Avant de se quitter, on va parler quand même de ton activité d'aujourd'hui, parce que après avoir travaillé pour le cinéma, non, tu travailles pour la musique. J'ai travaillé. On va dire que j'ai travaillé. Disons que en 2009, j'ai créé une association de musique de concert qui s'appelait les Concerts d'Esther. Mais pour moi, c'était la prolongation de ce que j'avais fait dans le cinéma. C'est-à-dire que la découverte de jeunes talents dans le cinéma, dans le théâtre, etc. La prolongation, c'était pour la musique. J'ai toujours eu une passion pour la musique classique. Moi-même, j'ai fait pas mal de piano. Et c'est ma toute grande passion, la musique classique, et ça a été vraiment une prolongation. Donc, je me suis beaucoup occupée de jeunes talents, de très jeunes talents, mais très virtuoses. Et mon très grand bonheur aujourd'hui, c'est de voir que justement tous ces jeunes talents que j'ai promus, pour qui j'ai organisé des concerts, sont maintenant des musiciens extrêmement reconnus. Existe-t-il des vidéos sur YouTube de concerts que tu as produits? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut voir les concerts d'Esther, puisque je mettrai les m'appelle liens. Nathaniel Esther. Je mettrai les liens en description. Et je crois que ça doit encore pouvoir se trouver. J'ai organisé des concerts entre 2009 et 2015. Malheureusement, j'ai dû arrêter il y a 10 ans. Mais j'ai toujours une passion si grande pour la musique et une admiration pour les musiciens. Je vous mettrai les liens en description, n'hésitez pas à les voir. Merci à vous. Alors, la prochaine fois, je sais pas encore qui je vais recevoir, parce que il y a plusieurs oui, mais pour les questions de timing, comme ils sont tous occupés, je sais pas qui sera en premier, mais entre autres, il y aura un directeur de la photographie, il y aura une script, il y aura une coordinatrice d'intimité qui m'a dit oui aussi, ça peut être très intéressant, et il y aura un monteur. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je me ferai le porte-parole comme aujourd'hui avec Nathaniel. Merci à toi, Nathaniel. C'était vraiment Merci à vous. un plaisir. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve très vite. La petite cloche pour rien louper, évidemment. Hein, on like, on commente et à très bientôt. Ciao. Merci. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent.